Oui, je vous remercie. Je suis désolée de n'avoir pu assister au début de vos travaux. Donc, je suis à la fois partagée parce que nous sommes, le fait de poser cette question, je le répète après d'autres intervenants, prouve que nous sommes dans un climat, dans un processus de régression. Mais ce que vient de dire David Chemla, ce que vient de dire M. Duquesne, prouve aussi que nous sommes en train d'avancer. Moi, tout ce dont je peux vous parler, c'est de l'espèce de puits de fatigue et d'épuisement au fond duquel je peux cheminer à travers mes reportages aux côtés des Israéliens et aux côtés des Palestiniens. Parce que l'État palestinien est une évidence depuis si longtemps, c'est à la fois le socle, hein, tout le monde le sait, et le sommet de tous les plans de paix, que le fait même que nous puissions encore douter de sa réalité future, malgré les avancées concrètes qui ont été signalées, constitue un symptôme de tous les abandons qui jalonnent la route des promesses. Et moi, je vois cette route semblable à l'itinéraire que je dois parcourir quand je rends visite à des interlocuteurs palestiniens. Alors brièvement, quelques souvenirs. Nous sommes en décembre 2010 et j'ai rendez-vous à l'université Al-Quds avec son président, Sari Nusseibeh, un philosophe et un homme de paix, s'il en est, puisque c'est probablement l'un des Palestiniens qui a été le plus loin possible avec les Israéliens, dans le dialogue avec les Israéliens. Je dois donc me rendre sur le campus, à 20 minutes du centre de Jérusalem, à Beth Hanina. Et je me souviens que l'itinéraire ressemblait à des plans de paix. Un labyrinthe où on bute sans cesse sur un obstacle. Des checkpoints, des bulldozers, un mur de séparation. Et 3 ans auparavant, lors d'une rencontre avec le regretté Mahmoud Darwish, donc 1 an avant sa disparition, ce grand poète me résumait la situation. Pour nous, aller d'un village à l'autre, c'est comme le voyage d'Ulysse. Quand je suis arrivée, Sari Nusseibeh m'a dit qu'il était épuisé, et je l'ai bien compris, parce que je zigzaguais en Palestine depuis 10 jours, mais lui, ça faisait évidemment des décennies. Tout notre entretien a tourné autour de cette fatigue qui lui était rentrée dans l'âme, et une âme pourtant joyeuse, d'intellectuel, amoureux de la vie, d'homme laïque, épris du beau, pourchassé d'ailleurs par le Hamas, épris de la poésie et des mots. Un militant de la raison, au nom de laquelle, tu t'en souviens David, il avait lancé en septembre 2001 un appel pour les 2 États. Et bien maintenant, Nusseibeh était fatigué. Il était épuisé par le fanatisme du Hamas, épuisé par le blocage de la politique israélienne. Ce programme pour la paix qu'il avait fait signer aux côtés d'Ami Ayalon, l'ancien chef du Shin Bet, dont personne ne peut mettre en cause le patriotisme dans l'État hébreu, ce programme avait été signé par des dizaines de milliers de femmes et d'hommes des 2 peuples. Et ce programme s'était évaporé dans la brume. Le professeur Nusseibeh était fatigué, il ne réclamait plus que ses droits dans n'importe quel contexte. L'État commençait dans ses pensées à tenir du fantasme, selon le terme qui venait sur ses lèvres. À sa fatigue se mêlait une réflexion historique, extrêmement dérangeante. Je vais la citer dans son intégralité. J'étais la seconde journaliste à qui il la livrait, et cette phrase n'était donc pas redessinée ou provoquée par ma subjectivité. Je cite la phrase du professeur Nusseibeh. « En réalité, pour nous, Palestiniens, la création d'un État n'est pas un projet historique. Nous appartenions au monde arabe. Nous étions omeyyades ou fatimides. Les Juifs, eux, voulaient un État. C'était leur rêve, leur héritage. Le sionisme était un projet. C'est contre ce projet que nous, Palestiniens, nous sommes construits. C'est en riposte que nous avons forgé notre identité. Aujourd'hui, si je revenais dans l'arène politique, m'a dit Sari Nusseibeh, si j'avais le leadership, je me battrais pour une chose qui constitue la centralité de l'identité palestinienne, Jérusalem. Et maintenant, un autre souvenir, brièvement aussi, israélien celui-ci. Je suis à Tel Aviv, rue Dizengoff, dans le magasin d'une femme de 55 ans, Shlomit, qui vend des vêtements et à qui il arrive d'écrire des romans. Nous causons. Elle vient d'une famille typique du sionisme de gauche. Un grand-père, rescapé, la Shoah, un père qui a fait la guerre des 6 jours, et puis celle de Kippour, et son fils maintenant qui est dans une unité d'élite. Et il avait failli sauter sur une bombe près de Hébron, et son copain avait été tué. Cette élégante Israélienne ne dort pas, même au cœur de ce qu'on
suppose de ce qu'on appelle la bulle tel-avivienne et qui en fait n'existe pas. Cette Israélienne de Tel Aviv est aussi épuisée que Sarinu Seibeh à Beit Hanina. Comment pourrait-elle dormir alors que le processus de guerre semble indéfini malgré toutes les réalités que nous avons décrites? Que son petit-fils demain sera aussi un soldat. L'État palestinien, me dit-elle, bien sûr, tout de suite. Mais comment y arriver alors que la haine nous ronge des deux côtés? C'est cette fatigue et cette haine, moi, qui me paralyse lorsque j'essaye de voir comment justement on peut arriver à l'État. Parce que je voudrais quand même quitter Sari et Shlomi pour livrer à votre réflexion, mais je ne veux pas me répéter ce qu'a expliqué David et les sondages auxquels Denis Charbit s'est aussi référé. Ce sont quand même ces sondages qui éclairent les raisons de cette fatigue. En janvier 2013, il y a un an, 53,5% des Israéliens soutiennent la création d'un État palestinien, mais à peu près le même pourcentage ne croient pas qu'on puisse parvenir à un accord de paix. Plus récemment, toujours le même sondage, vous l'avez écouté, la majorité des Israéliens, 63%, et la majorité des Palestiniens, plus courte majorité, 53%, soutiennent la solution à deux États. C'est un sondage qui n'est pas contestable. Il a été mené conjointement par l'Université hébraïque de Jérusalem et le Centre palestinien pour la politique et la recherche. Mais 55% des Israéliens et 83% des Palestiniens disent se sentir menacés par les intentions de l'autre. Que redoutent-ils ? 34% des Israéliens pensent que les aspirations palestiniennes visent la destruction de l'État hébreu et le massacre de sa population. 60% des Palestiniens pensent que l'objectif d'Israël est d'étendre ses frontières et d'expulser tous les citoyens arabes. Voici donc le problème. Tout le monde pense que la solution à deux États est la seule viable. Et Yair Lapid, le ministre israélien des Finances, avertissait récemment que sans accord politique, la situation économique des Israéliens se dégraderait. Et il y a eu une initiative dans ce sens de patrons israéliens à Davos pour peser sur un accord politique. Cette solution est la seule viable donc, mais on ne peut pas y arriver. Parce qu'il y a un checkpoint sur la route de la solution. Et ce barrage est tenu par des gens dont les mots sont comme des tirs contre ceux qui veulent franchir le passage. Des gens des deux bords. Parce que je n'aime pas l'angélisme. Quand M. Lieberman ou M. Naftali Bennett ou le ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, multiplient les déclarations provocatrices et blessantes, M. Moshe Ya'alon a qualifié John Kerry de messianique. Il tire contre l'avenir. Mais quand le président palestinien Mahmoud Abbas applaudit le ministre palestinien des Affaires religieuses, qui affirme publiquement lors d'une cérémonie « Les jeunes gens doivent savoir que le djihad n'est pas la Syrie, mais que leur vrai djihad, c'est Jérusalem », le président Mahmoud Abbas applaudit à cette déclaration. Eh bien, lui aussi, il tire sur l'avenir. Deux États, ce sont des dirigeants qui parviennent, pour se hausser vers le futur, à dominer les peurs et les vertiges de leur peuple. Ainsi, l'a tenté Yitzhak Rabin, que sa mémoire soit rappelée ici, un fils de son peuple a tiré sur lui. Je voudrais terminer par deux souhaits simples, qui pour moi sont aussi la condition du retournement de la situation là-bas, et des opinions peut-être ici, qui ont peut-être quelque chose à voir avec les pressions faites pour un accord. D'un côté, il faut en finir avec la diabolisation de l'État d'Israël. Diabolisation qui n'a rien à voir avec le jugement porté sur les choix politiques de son gouvernement. Cette diabolisation, devenue un quasi-réflexe dans les milieux pourtant les mieux informés ou supposés, est un checkpoint redoutable sur la route de la confiance mutuelle. Il faut cesser aussi de maudire le mot sionisme. Les plus grandes voix qui réclament justice pour les Palestiniens sont des voix sionistes. Amos Oz, David Grossman, Abraham Yehoshua, hier, l'admirable philosophe Yehoshua Leibovitz. Chacun peut consulter la liste des ONG sionistes en Israël qui se battent pour les droits des Palestiniens. D'un autre côté, il faut en finir avec le refus de l'altérité qui caractérise les propos et les projets d'un extrémisme, souvent d'un extrémisme d'État, qui n'a plus rien à voir avec l'héritage du judaïsme, ni d'ailleurs du sionisme. Ce refus de l'altérité et cette absence de vision historique constituent une riposte tragique et stérile à la diabolisation d'Israël. Merci. Merci Martine.